défaut. Rod, Ouais, c'est le Rod. est-ce que vous m'entendez Ouais. maintenant? Elle nous a fait une Jérôme. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Virez le technicien. Vous êtes mal barré hein, si on vire le technicien ce matin. Bon, bah écoutez, voilà, fail l'introduction. Je vous disais juste que j'étais ravie de vous retrouver en ce matin de mardi 5 novembre et que tout de suite c'était l'émission Le Mug. Voilà pour la petite intro. J'espère que vous allez bien. Comment ça va dans la chatroom? Salut, salut. Je regarde un petit peu qui nous a rejoint. Salut Samuel, salut Grob, salut Abelnou, salut Andy76, salut Orantino, salut Quentin Lala, salut Laurie013, salut Kaokogun94, salut Bistropixel, salut Geekmac, salut Olek, salut Renard de Glacial et un grand merci pour ton soutien. Un grand merci à toi. Salut Nesbat, salut The Garlic Snail, Mécano66, salut, à qui j'ai pas dit bonjour encore là. Poppy, salut à toi, salut Polaire, salut Jamis33, salut Mounet02, salut Redjou, salut à toi, salut Cyber Simple, salut Nico Dindon, bonjour, bien et toi? Ben écoute, ça va, franchement. Réveil un peu difficile, j'ai des petits yeux, là, vous voyez, j'ai des petits yeux ce matin, mais la pêche quand même, malgré le réveil un peu difficile. Des bons articles à discuter ce matin, donc ça met toujours la patate. Voilà, et comme je sais que de toute façon, on va passer toujours un très bon moment en très bonne compagnie, chaque mardi matin. Je suis toujours assez emballée à l'idée de faire l'émission. Bonjour de l'Est, bonjour à toi Bercalex, BR-Calex, salut à toi. Annie Dingo l'écureuil, salut à toi. Salut. Et donc du coup, de quoi va-t-on parler? C'est peut-être la question du jour. On va faire un petit tour de news françaises pour commencer, avec notamment une série de sites de téléchargement illégal ou de streaming illégal qui ont été bloqués encore une fois suite à la demande du blocage par le tribunal judiciaire de Paris. Donc voilà, c'est pas une nouveauté voilà, ils font souvent ce genre de mouvement. Il y a une vraie lutte contre le piratage, le streaming ou le téléchargement illégal. Il y a une alerte chat côté litière. Tu peux regarder. Le chat qui fait des bêtises en direct, mais mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc on parlera de ça et c'est intéressant notamment dans le contexte aussi de la maturation. C'est difficile d'être une star à côté de Cheddar quand même. Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de discuter un petit peu de cette tentative de blocage par le gouvernement et sa lutte contre le piratage, surtout dans le contexte un petit peu de ces plateformes de streaming qui essayent de mûrir un petit peu leur business d'être plus rentable, on va dire ça comme ça, et on voit qu'on est passé d'un mouvement où on se félicitait tous d'avoir un accès facilité au programme, etc., moyennant voilà, une rémunération par abonnement. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que les plateformes de streaming voient que le prix de l'abonnement ne suffit pas pour, du coup, amortir les frais de production ou de création de production originale et qui additionnent ça avec de la pub désormais. On le voit notamment avec Amazon, on le voit avec Disney. Bon, Canal+, c'était déjà le cas. Et donc, du coup, ça interroge un petit peu et potentiellement peut-être que ça crée un désamour. Bref, je suis en train de vous faire l'article, mais on en parlera un petit peu plus en profondeur tout à l'heure ensemble. L'autre article qu'on voulait faire, que je voulais vous partager ce matin, c'est la sanction qui vient de tomber de la part de la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, qui vient de sanctionner la start-up de portefeuille numérique physique Ledger. Voilà, donc sanction ici pour la mauvaise
gestion de protection des données de leurs utilisateurs, qui s'était passé notamment en 2020. Voilà, donc une sanction quand même assez piquante. Voilà, on en parlera tout à l'heure. On continue avec la France et cette fois-ci c'est TikTok. Du côté de TikTok, on a notamment cette famille française qui annonce assigner TikTok en justice après malheureusement des suicides d'adolescentes. Pas que, hein, y a notamment... il pointe du doigt notamment l'effet de l'algorithme où il dénonce la dégradation de l'état de santé physique et mentale de leurs enfants. Donc parmi les 7 familles, il y a eu malheureusement quand même déjà 2 suicides, mais c'est quand même au total 7 familles qui assignent TikTok en justice en France. Après, évidemment, on va faire un petit tour aux États-Unis, parce que comme vous le savez, c'est quand même une semaine très importante, très tendue, avec des gros enjeux pour les États-Unis et par effet de ricochet, évidemment, le monde. Avec cette semaine d'élection présidentielle américaine. Et donc, dans ce contexte d'élection présidentielle américaine de dernière semaine finalement, on a notamment une grève qui éclate au New York Times et qui touche pas finalement les journalistes, mais les salariés des métiers de la tech. C'est pour ça qu'on en parle ce matin, donc ça sera quand même assez intéressant. Et puis autre news qui touche un autre journal, et peut-être que vous en avez entendu déjà parler, on a le Washington Post qui est sous le feu des projecteurs après avoir décidé de ne pas soutenir officiellement et publiquement un des candidats à la présidence américaine, ce qui était un peu une première depuis plusieurs dizaines d'années au journal. Ça faisait quand même, ils avaient pour habitude de partager leur soutien ou de rendre public leur soutien auprès d'un candidat à la présidentielle. Là, Jeff Bezos a mis son veto. Jeff Bezos, c'est évidemment le fondateur d'Amazon, mais également le propriétaire du Washington Post. Et il a mis son veto, ce qui a déclenché une vague de désabonnement massive au Washington Post. Et qui a amené Jeff Bezos à également publier un article en réponse à la vague de réactions et de désabonnements auprès du Washington Post. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Quelles sont potentiellement les raisons pour ce veto, pour ne pas officiellement publier leur tribune de soutien ou exprimer en tout cas leur soutien, et pourquoi Jeff Bezos a décidé de ne pas le faire. On pourra spéculer ici. Alors il y a évidemment le blog post, la tribune que Jeff Bezos a publié, donc on en parlera, mais également on pourra spéculer sur nous, ce qu'on en comprend et ce qu'on peut déduire un peu des enjeux à ce niveau-là. Après, on parlera d'Apple, Apple qui continue son petit bonhomme de chemin, et j'aime bien comment ils sont un peu des fois discrets sur certains rachats de sociétés. Et là, c'est un peu le cas, sans faire de grandes fanfares ou de grandes annonces. Mine de rien, ils ont quand même racheté le spécialiste de la retouche d'image, du logiciel de retouche d'image Pixelmator, bien connu des utilisateurs d'iOS ou de macOS, etc. Donc on reviendra un petit peu sur qu'est-ce que veut dire un petit peu ce rachat, parce que ça peut être assez intéressant. Et puis on terminera et on retournera en France pour ce dernier article pour parler un petit peu de la dernière action du gouvernement français. Qu'est-ce qui se passe précisément ? L'État a décidé de nationaliser un fabricant stratégique de câbles télécoms sous-marins. Donc l'Agence des participations de l'État rachète 80% de l'ancienne filiale de Nokia, ASN. C'est donc la filiale de production et de pose de câbles sous-marins de télécom et de l'équipementier finlandais Nokia. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la France ? Pourquoi la France se positionne-t-elle sur ce rachat ? Donc ça sera quand même assez intéressant. Petit spoiler, ça s'inclut de manière assez logique finalement dans la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins qui avait été déjà publiée en février 2022 et qui montrait l'importance de pouvoir maîtriser les fonds marins, et ça veut dire notamment plusieurs secteurs
et notamment les télécoms avec les fameux câbles dont dépendent de plus en plus les communications mondiales. Voilà, donc on en parlera un peu plus précisément en fin d'émission. Voilà pour le programme ce matin. Je vous ai fait un bon sommarion dans la tradition des sommarions ce matin. Il est 8h11. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article. Mais avant de commencer le premier article, parce que je vois que déjà on a pas mal de soutien ce matin, l'émission n'est même pas commencée, que vous en êtes déjà à soutenir l'émission, c'est magnifique. Merci beaucoup à vous. Donc un grand merci à Mingus52, à Franjaro46, à Planescape Sigil et à Xnili. Tu veux vraiment me faire galérer en direct pour me faire dire ton pseudo quand même. Xnili. Je ne sais pas si je l'ai correctement dit, mais voilà, j'ai tenté en tout cas. Donc un grand merci à vous pour votre soutien. Hop, désolée, je regardais l'oreillette, ma petite oreillette en même temps. Donc voilà, donc premier article, ce matin, on va commencer par la lutte du gouvernement contre le streaming illégal. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage de 26 sites de streaming illégal, toujours finalement dans l'optique de limiter l'accès au piratage en ligne. Donc ça veut dire quoi ? Eh ben, les principaux fournisseurs d'accès à Internet doivent désormais restreindre l'accès à ces plateformes de streaming pour leurs utilisateurs. Une mesure qui soulève, voilà, comme je l'avais indiqué en introduction, qui soulève encore et toujours un peu des questions sur son efficacité réelle et à long terme. Alors, parmi les plateformes concernées, il y en a quand même certaines qui sont très connues, hein, notamment French Stream, Zone Téléchargement et Papy Streaming, que peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, ne me dites pas la peine de le mettre dans le chat. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces sites attirent des millions de visiteurs chaque mois, qui sont séduits par des films et des séries diffusées sans autorisation. Et donc du coup, cette demande de blocage qui est à l'initiative de l'Union des producteurs de cinéma et du syndicat de l'édition vidéo numérique et des sociétés de production comme Gaumont montre encore une fois la volonté de l'industrie ici culturelle française de protéger ses droits face au piratage. Et donc du coup, l'objectif ici, c'est quand même évidemment d'essayer de freiner la diffusion illégale de leurs œuvres, mais malgré ces mesures, il y a quand même pas mal d'incertitudes qui planent sur l'efficacité réelle de cette stratégie. Je pense que vous êtes bien placés pour le savoir quand même dans la chatroom. Pourquoi ? Tout simplement parce que le public qui va sur ce type de site internet a appris et commence à connaître un petit peu les méthodes de contournement de blocage d'accès. Notamment, que ce soit via des VPN, les réseaux privés virtuels, ou via des DNS alternatives, ou l'usage de sites miroirs. Donc tout ça, ce sont des méthodes qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux plateformes piratées en masquant leur localisation géographique. Donc rien de neuf ici. Mais le principal problème, c'est que ça rend ces pratiques ou ces demandes de blocage inutiles. Donc voilà, c'est pas la première fois, ces sites ne sont pas complètement surpris par ce type de démarche et n'en sont peut-être pas non plus à leur première interdiction. Si on regarde Zone Téléchargement, ça montre bien que les utilisateurs persistent à essayer de trouver des moyens alternatifs de pouvoir consommer ce type de contenu, quoi. Voilà. Donc comme je disais, c'est pas la première fois que ce type de tentative de blocage de sites internet est faite et d'imposer au FAI de restreindre l'accès à ces sites, puisque en juillet 2024, c'était pas 26, mais carrément 48 sites qui avaient déjà été bloqués pour des raisons similaires. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment efficace ? On peut vraiment se demander, avec la croissance rapide de nouvelles technologies de contournement et de nouveaux sites de streaming illégal qui ne font que popper continuellement, en fait, on se demande un petit peu à quoi ça sert de dépenser de l'argent à essayer de courir après ce genre de pratique qui, en fait, ne va pas les faire disparaître. Voilà. Mais du coup, ça interroge un petit peu sur
quels sont les moyens alternatifs ou les méthodes alternatives? Est-ce que finalement, les plateformes de streaming officielles, légales, n'arrivent pas à se trouver une place finalement dans le paysage culturel français? Alors ça, c'est une vraie interrogation qu'on peut se poser. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça serait intéressant de creuser sur avant les chiffres de streaming qu'on peut obtenir avant du coup l'arrivée des plateformes de streaming et les chiffres de streaming aujourd'hui ou de téléchargement de streaming aujourd'hui en 2024 et peut-être de voir l'évolution à travers les années. Moi, je spécule ici, parce que j'ai pas les chiffres, je les ai pas cherchés, mais ce que j'anticipe, c'est que finalement, avec l'arrivée des streamings et des prix qui vraiment cassaient finalement leur prix, parce que c'était vraiment la course à la croissance la plus rapide et le premier qui avait le monopole serait en position vraiment favorite. C'est difficile quand même de casser un monopole. Et donc du coup, ça a tellement facilité l'accès à un prix relativement abordable que finalement, beaucoup de personnes finalement se sont tournées vers une solution légale d'abonnement de plateforme de streaming. Mais ce qu'on voit depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est une vraie concentration finalement du marché des plateformes de streaming où on n'est plus dans tous les mois ou tous les 3 mois il y a une annonce de nouvelles plateformes qui arrivent, etc. Mais on est dans un marché beaucoup plus mature où finalement, maintenant avec le contexte de l'inflation et le contexte économique, on a des sociétés qui essayent d'amortir leur investissement en production originale. Et donc du coup, ça veut dire augmenter les abonnements et potentiellement trouver d'autres moyens, d'autres stratégies de monétisation telles que ramener la publicité sur leur plateforme. Et donc ça, on a notamment Amazon Prime, Canal+, Disney+, qui sont allés vers là, au grand désespoir de leurs utilisateurs. Et moi, la première. Je veux dire, je m'étais habituée. Alors bon, Canal+, ils l'ont toujours fait, et ça m'a toujours énervée. mais c'est vrai que Amazon et Disney+, c'est double peine, quoi. On a commencé à payer l'abonnement et on n'avait pas ce type de pub et on s'est habitué à ce confort. Et donc, du coup, ça a instauré un nouveau standard qui rendait encore plus inadmissible les autres plateformes de streaming qui continuent à nous servir de la pub alors qu'on payait le service. Mais malheureusement, finalement, le prix du service ne suffit pas et on voit que la pub ramène quand même pas mal d'argent pour ces boîtes. Et donc, du coup, au lieu de continuer à augmenter le prix des abonnements, où là, on risque de perdre massivement leurs utilisateurs, ils contrebalancent en ramenant de la publicité. À voir ce que ça donne, quoi. Donc, oui, payer pour avoir des pubs, c'est rageant. Mais en fait, il faut vraiment mettre le choix ici pour l'utilisateur de manière plus claire. C'est-à-dire, c'est pas une option de continuer à payer le prix actuel sans publicité. Voilà, c'est pas viable. Et c'est ça, je pense, comment dire, le doux rêve finalement que ces plateformes de streaming nous ont fait croire ou miroiter, c'était que garder ce prix-là sur le long terme allait pouvoir rester. Mais finalement, ce n'est pas viable, c'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui si en tout cas ces plateformes veulent continuer à produire du contenu original de qualité. Ça peut être discuté, mais on n'est pas là pour discuter de la qualité de production originale de chaque plateforme. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu la réalité qu'on se prend dans la figure, c'est qu'au prix actuel ou au prix précédent, ce n'était pas viable pour les plateformes de streaming de continuer à opérer avec ce type de prix. Et donc du coup, voilà, c'est choisir entre deux autres solutions. Les 2 solutions restantes, en tout cas, c'est soit d'augmenter l'abonnement déjà existant au risque de créer encore une vague de colère de leurs abonnés, soit de ne pas impacter les prix, mais par contre d'impacter la qualité de l'expérience sur la plateforme en ramenant la publicité. Ils ont choisi finalement ici de ramener la publicité. Bon, c'est un choix, quoi. Pierre Houts nous dit, même avec YouTube Premium, on a les sponsors dans les vidéos, ouais. Oleg nous dit, il n'y a pas de pub sur les VOD de Canal. Quand vous en avez, c'est parce que vous avez choisi un film qui vient d'une autre chaîne. Ouais, Oleg, mais en fait, en tant qu'utilisateur, j'en ai rien à faire.
En fait, c'est ça le truc qui m'insupporte avec Canal+, c'est la complexité de leur expérience. Ça se prend la tête. Franchement, c'est insupportable. Autant sur la logique des pubs, etc. Au final, contre qui je suis en colère? Je suis en colère contre Canal+. Même si c'est pas eux qui ont décidé de rajouter la pub. Et je serais quand même étonnée, parce que quand même, devant des films hébergés par Canal+, il y a quand même des pubs. Genre les traditionnelles pubs Expresso, la marque là, voilà, on les voit. Mais, et ça, c'est la responsabilité de Canal+. Ils ont fait ce choix-là. C'est leur choix, c'est pas le mien en tant qu'utilisateur. Donc évidemment, à qui je vais en vouloir en tant qu'utilisateur, c'est le service que je paye. Relativement cher quand même. Canal+, c'est pas donné. Tout ça, en plus, en sachant que pour ceux qui avaient souscrit à l'offre Ciné+, série, je sais pas quoi, avec tout l'accès aux plateformes, vous allez perdre l'accès à Disney+, au 1er janvier 2025. Puisque leur accord de partenariat expire et Disney+ a fait le choix de ne pas le renouveler. Donc du coup, voilà, ça veut dire potentiellement qu'il y a moins d'offres de programmes ou de qualité, entre guillemets, parce qu'il y a une plateforme qui s'en va. Donc ça va peut-être amener les utilisateurs à se reposer la question. Bref, je ne suis pas là pour jeter des pierres à Canal+, nous on a un abonnement, mais en tout cas, c'était plus facile finalement pour Canal+, parce qu'ils ont toujours eu cette pratique, mais c'est un peu plus compliqué pour des plateformes comme Prime Video ou Disney+, qui nous ont habitués à ne pas avoir de pub, et qui aujourd'hui ramènent les pubs. Voilà, donc Disney+, c'est particulièrement pénible, hein. Je me rappelle là, c'est quand la dernière fois que j'ai regardé un programme. Mais en fait, le problème ici, c'est que on parle pas de pub juste avant le programme, on parle de pub qui interrompt ton programme. Vous voyez, il y a différents degrés de pénibilité ici et de frustration en fonction des placements publicitaires. Donc voilà. Donc voilà, vous êtes prévenus ici, mais moi je m'interroge un petit peu en effet sur le changement. Prime, parlons-en, tu en penses quoi de l'ergonomie de son interface? Oui, bah ton emoji dit tout, Olek, franchement. Prime, c'est une chance si tu trouves les programmes sur Amazon Prime, quoi. Franchement. Prime interrompt le programme aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais donc voilà, je me demande en tout cas si, avec les mouvements que l'on observe par ces plateformes de streaming légales, ça ne repousse pas finalement les utilisateurs vers des solutions plus illégales. Aussi, je pense qu'il y a l'inflation qui joue son rôle ici, hein, dans un contexte économique plus tendu. Les premiers postes de dépenses sur lesquels les gens vont se serrer la ceinture, ça va être le divertissement. Et donc notamment aller au cinéma, se faire un resto, voilà, c'est pas du divertissement, mais voilà, les petits plaisirs. Et les plateformes de streaming rentrent dedans. Et donc potentiellement, ça veut dire on va faire le choix de se désabonner, mais on avait une série en cours, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la suivre d'une autre manière, quoi. Donc moi, je vois tout à fait la logique ici sur pourquoi finalement il y aurait peut-être une tendance à revenir sur des pratiques de piratage, quoi. Donc à voir. En tout cas, vous êtes prévenus. On continue avec la légalité et la France. Et cette fois-ci, c'est la CNIL. La CNIL, on la connaît bien, hein, c'est la Commission nationale de l'information et des libertés. Et donc, c'est un peu notre gendarme français du numérique. Et qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, ils ont sanctionné Ledger. Ledger... c'est pour rappel quand même pour ceux qui ne connaissent pas trop cette start-up française, en fait c'est une start-up connue puisque elle conçoit et commercialise tout simplement des portefeuilles de crypto-monnaies physiques destinés aux particuliers et aux entreprises. Alors physique parce qu'en fait ça se présente sous forme de clés. Un peu comme une clé USB à l'époque, mais voilà une clé spécifiquement conçu pour contenir votre portefeuille de crypto-monnaie.
Voilà, donc ils se sont fait connaître comme ça, c'est leur business principal. Et du coup, c'est vrai que pour ce type de société, on s'attend à ce que la sécurité des données, la confidentialité des données des utilisateurs, etc., soit garantie. C'est quand même implicite avec l'univers des crypto-monnaies ici. Mais malheureusement, ils ont été victimes de failles de sécurité. Notamment, c'est ce que nous dit ici... la lettre qui a publié l'information sur l'amende de la CNIL, Ledger aurait a priori négligé ses obligations en matière de protection des données personnelles en 2020, puisqu'en juillet 2020, on en avait parlé, un incident de sécurité expose les informations personnelles d'environ 1 million de ses clients. Pire encore, quelques mois plus tard, la start-up subit une autre faille, donc c'est vraiment ici coup sur coup, compromettant cette fois-ci 273 000 numéros de téléphone et autres données confidentielles. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Évidemment, ça déclenche une avalanche de plaintes déposées en France et ailleurs en Europe contre Ledger. Et donc, du coup, ce qui a amené évidemment la CNIL à s'intéresser au sujet d'un peu plus près. Et donc, ils s'y sont tellement intéressés qu'ils ont conclu du coup au montant d'une amende pour sanctionner les pratiques de Ledger à hauteur de 750 000 € pour son manque de vigilance quant à la conservation et la durée de stockage des données qui étaient non conformes au règlement général de la protection des données, le règlement que l'on connaît bien, le RGPD. Voilà, donc... on le sait, on n'est pas étonné, c'est pas nouveau que la CNIL peut sanctionner ou être sévère dans le montant des amendes. Il s'était déjà intéressé notamment à Google, Apple et Amazon ou d'autres mastodontes qui s'étaient vus sanctionnés pour des manquements similaires. Donc voilà, pas étonnant, les startups ou les sociétés françaises n'échappent pas non plus à la vigilance de la CNIL, et j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le rôle de la CNIL, mais voilà, coup dur quand même pour Ledger. À toi, tu me dis, Jubac 01, pas trop violent l'amende, quand même, c'est une start-up, c'est pas une boîte de l'échelle d'Apple ou Google, quoi. Donc voilà. Donc voilà, pas plus de choses à dire pour l'instant. J'ai pas eu de déclaration de la part de Ledger. Voilà, il n'y a pas trop de toute façon à dire que reconnaître de toute façon c'est tort quand il y a tort, évidemment. On continue avec l'autre article français du jour. Et cette fois-ci, ça concerne une entreprise chinoise, c'est TikTok. TikTok, qu'est-ce qui se passe ? Il y a carrément 7 familles françaises qui assignent TikTok en justice après malheureusement des suicides d'adolescentes. En fait, le réseau social ici est quand même accusé d'être en partie responsable de la dégradation de la santé mentale et physique d'au moins 7 adolescentes françaises, dont malheureusement 2 se sont suicidées. Qu'est-ce qui est mis en cause ? Leur algorithme et leur politique de modération. Donc voilà, donc ça c'est en tout cas un assignement qui a été publié lundi, donc hier, et qui a été annoncé par la voix de leur avocate, Laure Boutron-Marmion, qui donc a assigné le réseau social chinois en justice devant le tribunal de Créteil. Et donc qui cite, ces familles dénoncent toute la même chose, la dégradation de l'état de santé physique et mentale de leurs enfants. Alors a priori ici, le problème c'est que TikTok promouvrait par le biais de son algorithme personnalisé de recommandation de contenu de nombreuses vidéos encourageant les troubles alimentaires, l'automutilation et le suicide, notamment auprès de ses plus jeunes utilisateurs. Il s'appuie pour cela sur les trajectoires de 7 adolescentes françaises familières de la plateforme et surtout victimes de troubles psychopathologiques tels que l'anorexie. Âgées de 15 ans, 2 d'entre elles, comme je disais, ont mis fin à leur jour. La mort en 2021 de Marie avait provoqué en septembre 2023 le dépôt par sa famille d'une première plainte contre TikTok pour provocation au suicide.
Voilà, donc l'avocate ici, hein, Laure Boutron-Marmion, représente également la famille dans cette procédure pénale distincte. Et cette même avocate a également fondé en 2024 un collectif intitulé Algos Victima, qui regroupe en fait des familles de victimes de réseaux sociaux et qui a pour ambition de responsabiliser les entreprises de médias sociaux. Et donc dans le cadre de l'assignation ici en justice de TikTok, hein, ce collectif intitulé donc Algos Victima dénonce le potentiel addictif de l'application de ByteDance. ByteDance, c'est le groupe qui détient TikTok, ainsi que son manque de modération de contenu lié au suicide, à l'automutilation et aux troubles alimentaires. Et donc, du coup, comme je disais, c'est l'algorithme hein, qui est vraiment pointé du doigt. Ce qu'on a, on a notamment l'une des 7 adolescentes qui témoigne auprès de France Info et elle dit voilà, qu'elle retrouvait dans son contenu généré par le fil Pour toi des recommandations similaires pouvant se révéler néfastes. Et donc elle dit « J'avais commencé à me faire du mal, à me scarifier et j'ai liké des contenus qui parlaient de chansons tristes. » Et après sont arrivés des contenus d'incitation à l'automutilation, au suicide ou de choses comme ça. Et donc on voit une vraie boucle néfaste ici en termes de contenu recommandé qui va entraîner et encourager des pratiques qui vont encourager ces personnes à se blesser, que ce soit par de l'automutilation, des troubles alimentaires ou avec l'image de soi qui est atteinte, ou carrément le suicide. Et donc là, c'est le témoignage de la jeune fille ici qui disait, voilà, j'ai commencé à me faire du mal, à liker des contenus, à me scarifier et à liker des contenus qui parlaient de chansons tristes, et suite à ça, des contenus d'incitation à l'automutilation, au suicide, ou des choses comme ça sont arrivées. Voilà. Et j'ai envie de dire, même si la personne avait commencé à liker des contenus liés à la scarification, automutilation ou suicide, ça n'aurait pas dû impacter le contenu du fil de recommandation. C'est du contenu trop sensible, ou ça aurait dû l'impacter de manière à prévenir finalement, ou à rediriger cette personne vers des organismes qui peuvent donner de l'aide, accompagner ces gens lorsqu'ils commencent à se poser ce genre de questions ou à s'intéresser à ce genre de contenu. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Moi, j'ai 24 ans et j'ai ça dans mes pour toi et j'avoue que c'est pas facile pour les plus jeunes. Waouh, Mélissa, même à 24 ans, j'ai envie de dire, c'est du contenu, même pour des adultes bien dans leur peau, c'est du contenu qui ne devrait pas être visible sur ce type de plateforme. Enfin, voilà, encore une fois, là, on peut pointer du doigt leur politique peut-être de modération. Mais imaginez en plus, pour des personnes, 15 ans, c'est vraiment le pic de l'adolescence, des moments où on a du mal avec l'image de son corps, l'image de soi, sa propre identité, on tâtonne énormément, et c'est là où on a un rapport à sa propre image, à son corps, très conflictuel. Il y a pas mal de choses qui changent, et donc voir ce genre de contenu peut influencer de manière très dangereuse la perception de ces personnes sur leur perception d'elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment dramatique. Donc on va voir, hein, il va y avoir évidemment une enquête qui va être faite. De son côté, TikTok ne s'est pas exprimé publiquement hein, sur le sujet, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui est quand même pris en compte par les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en septembre dernier, on sait que TikTok participait avec les entreprises comme Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, hein, et Snap, propriétaire de Snapchat, à la création d'un programme qui vise justement à endiguer la prolifération de contenus encourageant l'automutilation et le suicide. Ce programme, qui est baptisé Thrive, doit permettre à ces entreprises membres de se signaler mutuellement des contenus de ce genre. Et donc, du coup, en croisant leurs données sur les types de contenus à interdire, ça va peut-être permettre de réagir plus vite et de pouvoir avoir une meilleure modération plus rapide et qui atteint le plus de contenus à interdire que ce qu'on a aujourd'hui. À voir, hein, mais voilà.
À 15 ans, j'avais pas de tel. Bah, moi non plus, Matt Eleven, mais à mon époque, c'était pas répandu. Et ouais. Donc voilà. À chaque époque, ses difficultés et ses défis, j'ai envie de dire. J'en ai eu un quand je crois que je suis rentrée à l'internat. Et c'était un dumb phone à l'époque. Donc, la seule modération, c'est la modération communautaire. C'est comme ça que ça fonctionne sur Wikipédia. Oui, mais bon, Wikipédia a quand même pas les mêmes enjeux, hein. Là, on parle quand même de réseaux sociaux. La quantité et la prolifération ici n'est pas du tout à la même échelle, hein. Je sais que Wikipédia a ses propres défis, mais les réseaux sociaux, c'est une autre catégorie, quoi. La modération est aussi et surtout un frein à la rétention des utilisateurs, leur gagne-pain, quoi. Oui, non, mais oui. En effet, il y a ça. Mais après, il y a également le bien-être. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de déclencher une vague de suicide, quoi. Parce que ça devient compliqué d'utiliser la plateforme dans ce cas-là. Et à 24 ans, j'ai encore du mal avec moi-même et du coup, je zappe, mais c'est quand même dur. C'est pas évident, mais j'essaie d'être objectif et dire que c'est pas bien et du coup, je signale. Mais j'avoue, pour des jeunes de 15 ans, ça fait peur. J'aurais eu ça à 15 ans, j'avoue que je pense que je serais plus présente, donc je fais attention maintenant. Mais tu as complètement raison de faire attention, Mélissa. Je trouve que c'est l'effet pervers aussi de ce type de contenu. C'est qu'en fait, tu peux avoir des contenus qui sont moins évidents, c'est-à-dire qui vont pas promouvoir de manière flagrante finalement des pratiques qui te mettraient en danger, type de l'automutilation ou du suicide, mais qui peuvent avoir un impact sur la perception de ton corps, voilà, de ton image, etc. Et ça aussi, c'est dangereux. Ça aussi, c'est dangereux parce que c'est moins évident. Et en fait, ça va quand même te mettre une pression sur voilà, les attentes des autres, les standards de beauté, etc. Surtout quand on voit que l'usage des filtres, par exemple, où en fait on n'est plus capable de se regarder dans un miroir sans filtre, parce qu'en fait on n'accepte pas de voir combien enfin vraiment notre apparence naturelle. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, franchement, faites tous attention. Mélissa, tu as le bon réflexe. On ne peut qu'encourager, évidemment, à chacun à faire attention, à se protéger, à signaler quand vous voyez du contenu dangereux ou à limiter votre utilisation. Mais en tout cas, faites attention à vous, quoi. Voilà, voilà. Euh, C'est aussi les influenceurs dans ces contenus qui modifient la perception de soi, les idéaux physiques et peuvent influencer ses propres comportements. Tout à fait, mademoiselle Humaine. Tout à fait. L'utilisation d'une IA qui servirait de modération sur les commentaires et publication des vidéos et qu'il y ait une vérification à la publication. Je pense que de toute façon, il va y avoir ce genre d'outil hein, qui va apparaître. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est déjà utilisé. J'arrive pas à comprendre ceux qui diffusent ce genre de contenu. Bah, tout simplement parce que c'est ce que disaient les gens dans la chatroom, hein, c'est que ça fait écho à un certain mal-être. Et faire écho aux sentiments des gens, c'est-à-dire que les gens vont consommer ce type de contenu. Parce qu'en fait, il y a aussi cet effet de euh, se retrouver dans ce qu'on regarde, s'identifier, se sentir compris. Mais le problème, c'est que c'est aussi une boucle négative et qu'il y a à la fois, il y a l'importance de pouvoir se sentir écouté, mais également de trouver une porte de sortie sur ce genre de choses, un accompagnement adapté quand tu fais face à ça, et te sortir de cette boucle négative et dangereuse. Pronoia, oui, tu dis, je pense que l'IA a ses limites, elle pourra détecter certains contenus dangereux, mais pas tous. Franchement, oui, oui, et peut-être pas. Je veux dire, ça bouge tellement vite au niveau de l'IA qu'il y aura toujours des limites, évidemment, mais aussi c'est quelque chose qui se perfectionne tellement vite. Voilà.
Ouais, bah Mélissa, franchement, merci de partager ton témoignage. Ça doit pas être très facile et tu le fais vraiment avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Mais voilà, tu pointes du doigt que à tout âge, mine de rien, ce sont des pratiques très douloureuses. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on est tous bien dans notre peau, carrément, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai que déjà, c'est quelque chose qui est compliqué au quotidien. Et dans un âge où l'on sait, on a tous vécu l'adolescence, combien on a une perte de repères par rapport à la perception des autres et de soi et de sa propre identité, ça accroît les risques ici. Et donc du coup, c'est vraiment, vraiment dangereux, quoi. Donc voilà, faites bien de faire attention. Et n'hésitez pas, voilà, bon, je ne suis pas là pour faire du conseil médical, mais n'hésitez pas à en parler. Et peut-être à en parler à quelqu'un extérieur à votre famille, à vos amis, quelqu'un qui pourra vous accompagner de manière peut-être un peu plus objective pour vous donner les clés pour gérer ce genre de choses. On se dit, voilà, ben, toi, tu as la pratique notamment d'arrêter de consulter ce type de service de réseau social, mais peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui peut même en termes d'acceptation de soi, qui peut t'aider. Franchement, voilà, parler à un professionnel comme un psychologue peut vraiment aider. Moi, je sais que ça m'a aidé, par exemple, sur certaines problématiques. Ça m'a donné des clés pour pouvoir mieux réagir en face de certaines situations. Voilà, et d'être plus à l'aise au quotidien dans ma vie et plus en paix avec comment moi j'arrive à gérer certaines situations, comment je réagis. Voilà. Oui, il y avait le film de Le Cercle avec Emma Watson et Tom Hanks, ouais, qui parlait aussi de l'effet des réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, on vous tiendra au courant si on a des avancées sur ce genre euh, de pratique. Oui, bah, ravie de savoir que tu vas avoir l'accompagnement, en tout cas, Mélissa. Bon courage à toi, vraiment. Euh, Oui, Mademoiselle Dumaine, en parlant de soutien thérapeutique, on est d'autant plus fragile qu'on a tendance à se chercher sur les réseaux, tout à fait. C'est ce que je disais, on a envie de savoir qu'on n'est pas seul à ressentir ça, à galérer, à avoir du mal-être. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, alors évidemment, il y a ce besoin-là, mais du coup, on est entraîné finalement dans un renforcement de ce genre de, de contenu, de perception. Alors qu'on peut aussi en sortir ou être aidé à en sortir. Et c'est ça aussi qui peut vraiment aider. Donc voilà. En tout cas, oui, voilà, il y a plein de services. Il y a même des services gratuits, hein, il y a des numéros gratuits qui existent. Donc, n'hésitez pas vraiment à avoir un premier contact, ne serait-ce que voilà, quand vous savez pas, vous êtes perdu face à ce type de réaction ou de contenu. N'hésitez pas à faire appel à ces services gratuits. Si vous ne vous sentez pas encore de passer à l'étape suivante, de consulter un psychologue, ça peut vous donner déjà un petit aperçu, une première discussion pour vous aider. Et voilà, et sachez que voilà, les psychologues, c'est leur métier, hein. Ils sont là pour vous aider. Voilà en tout cas pour ce type pour TikTok. On vous tiendra au courant évidemment s'il y a des avancées sur ce sujet. On enchaîne avec cette semaine importante en termes d'enjeux politiques aux États-Unis, mais également avec une répercussion dans le monde. C'est évidemment la dernière semaine des élections présidentielles américaines. Et donc, dans ce contexte intense politique, eh ben, il y a une grève illimitée qui éclate au New York Times. Voilà, donc c'est vraiment à la veille de l'élection américaine, hein, on a le plus grand quotidien américain qui se retrouve perturbé par ces grèves. Donc c'est vraiment un véritable coup de tonnerre qui n'émane pas des journalistes, mais des salariés des métiers de la tech, ceux qui permettent finalement aux abonnés numériques, mais pas que aux abonnés, mais à tous ceux qui essayent de consulter le New York Times, qui se consultent principalement en ligne maintenant, de lire les articles en ligne et de profiter des outils interactifs pour suivre les résultats de l'élection présidentielle qui a lieu le 5 novembre. Je vous rappelle, cette nuit, ce soir.
Et donc du coup, on a carrément une lettre qui a été envoyée le 1er novembre au conseil d'administration et qui cite « Nous avons clairement indiqué à la direction que nous devions parvenir à un accord avant l'élection afin d'éviter une grève. » Et donc malheureusement, ici, on a le syndicat des salariés de la tech du journal qui s'appelle la Times Tech Guild, qui représente quand même pas près de 600 employés du New York Times, des ingénieurs logiciels aux data analystes, en passant par les chefs de projet numériques, et qui dit a priori « Nous n'avons pas vu suffisamment de mouvements de la part de la direction et nous négocions depuis bien trop longtemps. La balle est dans leur camp. » Donc ça, c'est ce qui a été déclaré par le porte-parole du syndicat au Washington Post. Et donc du coup, ils assurent aussi que sans ingénieurs expérimentés, le journal pourrait être affecté par le surplus de trafic dû à l'élection. À savoir que c'est vrai que, encore une fois, c'est pas un hasard du calendrier si cette pression est exercée à la veille de l'élection présidentielle, parce que c'est justement lors de ce type d'événements politique majeure et d'information majeure que des outils numériques sont mis en place pour pouvoir aider à comprendre et digérer l'information avec la plus grande clarté ou ludicité possible pour les utilisateurs du New York Times. Et donc, du coup, c'est un vrai risque. Il y a également aussi un surplus de visites lors de ce type d'événement majeur. Et donc, du coup, qui dit surplus de visites dit aussi une maintenance ou une attention spécifique au fait que le site va pouvoir répondre à une telle demande de visite. Et donc, il y a vraiment des enjeux tech très, très importants. Donc voilà, ce mouvement de grève est un vrai problème ici pour le New York Times. Alors, qu'est-ce que demande le syndicat ? Il demande de meilleurs salaires et horaires pour les métiers de la tech au sein du journal, ainsi qu'une meilleure sécurité de l'emploi. Il réclame aussi un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée avec la possibilité de télétravailler à plein temps. Et donc du coup, pour l'instant, ce qu'on sait de la direction du New York Times et de sa position, ils ont écrit dans un mail envoyé aux salariés « Nous sommes déçus que la direction du syndicat tente de compromettre notre mission journalistique à ce moment critique. Par ailleurs, elle avance que les postes en question sont parmi les mieux payés de l'entreprise. » La rémunération moyenne de ces métiers techniques est de 190 000 $. Alors attention, je vois d'ici les réactions dans la chatroom, à savoir que les salaires sont connus pour être beaucoup plus élevés aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de mesures sociales et de bénéfices sociaux dont on bénéficie en France qui ne sont pas disponibles aux États-Unis ou qui ne prennent pas la même forme. Et donc en contrepartie du risque accru qu'ils prennent avec le milieu de l'emploi aux États-Unis, il y a des rémunérations supérieures. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment comparer, on ne peut pas comparer, c'est pas vraiment, mais on ne peut pas comparer en tout cas un niveau de salaire aux États-Unis et un niveau de salaire en France. Là, on parle en plus d'une société qui est basée à New York. Voilà, donc il y a aussi le niveau de vie qui joue, etc. Mais en tout cas, voilà, la rémunération moyenne de ces métiers techniques est de 190 000 $, voilà, supérieure de 40 000 $ à celle des membres du syndicat de journalistes du quotidien. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils mettent en comparaison la moyenne des salaires des métiers de la tech avec la moyenne des salaires des journalistes. Et donc là, c'est intéressant parce en termes de stratégie ici, ils mettent en perspective, mais potentiellement, ils mettent en confrontation aussi la juste rémunération. Est-ce que ça serait juste de continuer à augmenter la rémunération des salaires de la tech versus ceux des journalistes en créant et en accroissant un déséquilibre ? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les journalistes vont vouloir demander aussi une augmentation. Bref, ils font le jeu, évidemment, d'une direction ici de société. Alors, pourquoi les salaires des métiers de la tech sont mieux rémunérés ? C'est une situation que l'on connaît quand même, qui s'explique par le déséquilibre sur le marché de l'emploi des profils tech, mais aussi par les compétences de ces salariés qui sont devenus centrales dans des entreprises qui ont pris le virage numérique. Le New York Times la croissance est tirée par les abonnements digitaux. On est quand même passé d'une industrie qui tirait la principale de ses revenus et de sa croissance des impressions papier à une croissance qui a pivoté et qui est principalement
menée par les enjeux numériques ou les plateformes numériques. Et donc du coup, voilà, pour faire tourner ces plateformes numériques, il faut s'assurer que les métiers techniques sont là. Donc la dépendance est beaucoup plus grande. Alors la crise ici, en tout cas cette déclaration de grève intervient dans un contexte où le New York Times est en bonne santé. On a des résultats du troisième trimestre qui ont été publiés ce lundi et le New York Times annonce avoir gagné en 3 mois 260 000 nouveaux abonnés numériques. Il dépasse ainsi la barre des 11 millions d'abonnés, dont 94% numérique. C'est pour vous dire un petit peu le poids ici du revenu numérique pour le New York Times. Et donc les finances du grand quotidien se portent bien, avec une hausse de 6,2% du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois par rapport à la même période en 2023, et un bond de 38,8% des bénéfices. Des bons chiffres qui pourraient donner donc des arguments évidemment aux syndicats. Alors là aussi, ce sont des bons chiffres à mettre en perspective avec les événements de l'année. Là où je spécule ici, mais ça ne m'étonnerait pas que les années d'élections américaines, où la politique et les informations sont au centre de l'actualité, ça ne m'étonnerait pas que du coup, les utilisateurs soient plus prompts à s'abonner à un média comme le New York Times. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention aussi à faire la différence entre un bond d'abonnés lié au contexte d'actualité et politique tout particulier de cette année versus une croissance continue. Voilà. Donc à voir. Et peut-être qu'il y a les deux, très certainement, et j'espère pour eux qu'il y a les deux, et pas uniquement un bond suite aux événements de cette année. Donc à voir ce qui va se passer ici. Reste à savoir évidemment que la menace qui pèse pour le New York Times, ça serait de voir du coup leur expérience perturbée par ce mouvement de grève, et notamment on a un des outils phares du New York Times en temps d'élection, c'est l'outil qu'on appelle The Needle, qui est en fait permet en fait de prédire, entre guillemets, le vainqueur de l'élection à partir des premiers résultats, et donc qui devrait être pris d'assaut par les internautes aujourd'hui, en tout cas en fin de journée pour nous en France, mais voilà, mardi pour les internautes et demain, etc. Et donc du coup, est-ce qu'il va fonctionner correctement malgré le surplus de visiteurs et ce contexte de grève ? À voir. Surtout que les enjeux sont quand même de taille quand on sait que le scrutin paraît particulièrement serré. Donc à voir. A priori, la direction du journal assure qu'ils ont mis en place, en tout cas, un plan solide pour pouvoir couvrir l'événement. Évidemment, on se doute qu'ils ont mis en place ça. Est-ce qu'ils ont mis en place ça tout particulièrement suite à l'annonce ou au risque de grève ? À voir. En tout cas, c'est sûr qu'on suivra et on entendra parler s'il y a en tout cas des problèmes. Voilà. Donc voilà. Voilà en tout cas pour le New York Times. Mais ce n'est pas le seul média impacté cette semaine par l'actualité ou le climat politique aux États-Unis et avoir un enjeu tech. On a également le Washington Post qui est vraiment sous le feu des projecteurs et peut-être pas forcément pour la bonne raison. Qu'est-ce qui se passe ? Petit contexte ici, on a plus de 250 000 abonnés du Washington Post qui ont annulé leur abonnement après que le journal ait annoncé la semaine dernière qu'il n'allait pas soutenir publiquement un candidat dans la course à la présidentielle. Et ça a mené à une forte hausse des annulations, d'après en tout cas le journal lui-même, quand ils ont communiqué mardi dernier. Et donc du coup, la décision de ne pas soutenir publiquement ou officiellement un des candidats à la présidence a été annoncée dans un post du vendredi il y a 2 vendredis, d'il y a 1 semaine et demie, on va dire ça comme ça. Et ça a été publié par Will Lewis, voilà, et ça a mené à une perte d'environ 10% de leurs abonnés numériques. Quand on voit le poids du revenu généré par les abonnements numériques pour les New York Times,
c'est pas déconnant de dire que c'est aussi le même poids pour le Washington Post, si ce n'est plus. Et donc, du coup, de dire qu'ils ont enregistré une perte de 10% de leur masse d'abonnés totale, c'est quand même un gros coup dur en termes d'impact pour leurs abonnés et leur monétisation ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, donc à la suite du post qui a été publié par Lewis, qui a annoncé donc que le post n'allait pas s'engager ou se positionner en faveur ou contre un candidat à la présidentielle, rompt finalement avec des décennies, enfin en tout cas des années de tradition où ils se sont exprimés et qui se sont engagés dans la course à la présidentielle. Et ça arrive dans un contexte à moins de 2 semaines du jour de l'élection. Donc c'est quand même assez, en termes de timing, assez surprenant que ça ait été annoncé aussi tard ici et qu'il n'ait pas clarifié finalement leur posture, ou en tout cas leur stratégie de soutien à un candidat plus tôt. Et donc, du coup, suite au post, il y a beaucoup de lecteurs et également des figures connues ou des anciens employés du journal qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et qui ont annoncé justement annuler leur abonnement, ce qui a déclenché un petit peu cette vague et ce mouvement d'annulation d'abonnement. Et donc, du coup, suite à cette vague de protestations, on a justement Jeff Bezos, le propriétaire du Washington Post, je rappelle quand même, qui a essayé d'apaiser finalement les tensions et qui s'est exprimé. Alors c'est assez rare que Jeff Bezos carrément publie une tribune pour s'exprimer sur des décisions qui ont été prises pour le Washington Post ou au sein du Washington Post et qui a essayé finalement d'expliquer sa position. Et que ce qu'on sait a priori, c'est que il y avait déjà eu un post qui avait été, un brouillon de post qui avait été préparé et qu'il a été bloqué, en tout cas par Jeff Bezos. Il y a eu un mouvement similaire d'ailleurs pour le Los Angeles Times qui avait également fait un post de soutien à Kamala Harris et qui a été veto par son propriétaire. Et donc du coup, ce qu'on sait et ce qu'on comprend un petit peu quand on lit entre les lignes par rapport au poste de Jeff Bezos, et que nous dit aussi un professeur à Columbia, un professeur dans l'école de journalisme de Columbia, il nous dit une des explications évidentes finalement dans le retrait du soutien d'un candidat à la présidentielle pour le Washington Post ou ce type de journal, c'est évidemment la peur d'une contre-attaque de l'administration Trump si Trump est élu à la présidence. Et ça, c'est pas complètement étonnant parce que pour contexte, ce que je peux vous dire, alors attendez, je prends mes petites sources avec moi pour détailler. Hop. C'est que cette peur de contre-attaque de l'administration Trump, elle n'est pas complètement infondée. Ce que je voulais vous citer, voilà, c'est que Trump a, de manière répétée, claire et de manière explicite, exprimé le fait qu'il pense que c'est le rôle du président d'utiliser son pouvoir pour extorquer des faveurs politiques ou financières, voilà, pour faire avancer son agenda politique. Et donc voilà, donc du coup, il y a ça aussi. Alors, est-ce que finalement ne pas soutenir un candidat va prévenir ce genre de pratique ? Je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, potentiellement, ça aurait peut-être accru l'attention de l'administration Trump envers des journaux et des publications spécifiques et qui aurait peut-être mis en danger peut-être un peu plus le Washington Post, mais pas que, parce qu'en fait, le Washington Post, Jeff Bezos n'est pas impliqué que dans le Washington Post, évidemment. Là où il pourrait y avoir évidemment des répercussions business, politiques importantes pour Jeff Bezos, c'est évidemment autour de ses autres société, où on parle notamment de Blue Origin, sa société
de développement de business dans l'espace, et également AWS. AWS, c'est le service d'Amazon de cloud. Et pourquoi ces deux-là de manière plus spécifique? C'est parce que ces deux sociétés ont beaucoup de contrats gouvernementaux ici, d'accords et de collaboration avec l'État, les États et le gouvernement américain. Donc évidemment, se mettre à dos la présidence, la future présidence des États-Unis, c'est potentiellement se mettre des bâtons dans les roues pour ce type de business, en plus du Washington Post. Et donc c'est là où c'est difficile de ne pas avoir un conflit d'intérêts ici, même si Jeff Bezos le reconnaît et reconnaît aussi que sa position et son rôle dans ses autres business a un vecteur de complexification de positionnement pour le Washington Post, mais il se défend du fait qu'il a fait ça dans un mouvement de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts. Et lui, ce qu'il défend finalement, c'est que il dit que c'est pour se défendre d'une vue partisane du Washington Post et de lutter pour la confiance de ses lecteurs dans le travail journalistique. Et d'ailleurs, le titre de sa tribune, c'est les journaux n'ont plus la confiance de leurs lecteurs, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment autour de la confiance dans les médias. Et c'est intéressant parce qu'il vise une des difficultés et des défis aujourd'hui majeurs auxquels fait face le journalisme aujourd'hui, mais pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier, dans le contexte de cette lutte contre la désinformation. Ok ? Donc ça, c'est assez intéressant. Mais là où on peut prendre un peu de recul, donc là, Jeff Bezos, il a fait sa tribune, qui est écrite de manière assez maligne, je trouve. Je dis pas ça de manière négative. Elle est très stratégique dans la manière dont elle est écrite. Elle reconnaît des maladresses, notamment au moment du timing. Pourquoi ça se fait à 2 semaines du jour de l'élection? Enfin, je veux dire, en termes de planification, c'est quand même assez dingue. On le savait depuis plus d'1 an que l'élection présidentielle américaine allait se dérouler cette année-là, et la course à la présidentielle n'est pas neuve. Enfin, voilà. Même si Kamala Harris s'est présentée en tant que candidate de manière tardive. Donc il y a ça. Et puis il y a également des événements malheureux qu'il reconnaît, et notamment le fait que le jour de publication du post, dans la même journée, ces équipes de Blue Origin rencontraient l'administration Trump, enfin en tout cas les partisans de Trump, etc. Ce qui rend quand même ce genre de discussion très compliqué et très difficile de ne pas y voir un conflit d'intérêts. Donc ça, il le reconnaît. Il n'a pas de fait ou de preuves à apporter, à part que de dire de bonne foi, nous avons prévu ce meeting très tardivement et le jour même, le matin même. Soit, bon, c'est très très difficile d'avoir confiance ici. On revient sur la notion de confiance et de bonne foi ici de ce que nous dit Jeff Bezos. Et c'est un peu le problème. Mais donc, prenons un peu de recul sur cette notion de est-ce qu'il agit en bonne foi, en mauvaise foi, etc. Et revenons sur l'argument de pour garantir la confiance des lecteurs dans un média ou dans le travail journalistique, il faut être neutre. Est-ce que ça, c'est vrai? Et ça, moi, j'ai un petit problème avec ce postulat ici. Parce qu'en fait, on voit dans l'histoire journalistique que c'est pas vrai, forcément. Qu'il y a la part des choses entre rapporter des faits et documenter des faits, un vrai travail journalistique documenté, et également pousser ou donner de la visibilité sur certaines idées. Et en fait, je ne sais pas si aujourd'hui il existe un média ou un journal non biaisé, entre guillemets, ou qui n'a pas des vues ou une portée politique. Tout simplement parce que rien que dans le choix des sujets qu'il donne à traiter, et la visibilité qu'il donne à certains sujets, ou l'invisibilisation de certains sujets, ça va les orienter de toute façon. Maintenant, tout travail journalistique qu'il se doit pouvoir documenter et le faire de manière
objective en documentant, en donnant, en croisant ses sources, etc. Mais est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a complète neutralité? Je sais pas. Il y aura toujours un biais, ne serait-ce que dans la sélection des sujets, et même finalement le travail d'un journal, c'est de garder ses lecteurs. Et donc si on veut garder ses lecteurs, on va s'intéresser à qu'est-ce qui les intéresse, ces lecteurs. Quelles sont les thématiques qui les intéressent, quels sont les biais finalement qu'ils ont eux-mêmes dans notre population de lecteurs du Washington Post. Et donc ça, c'est intéressant, notamment, on mettait en parallèle... Ah, attendez, j'essaie de vous retrouver la citation. Et c'était la citation notamment d'il y a plus de 20 ans d'un éditeur politique de la BBC, Andrew Marr, qui disait la BBC n'est pas impartiale et non plus, elle n'est pas neutre non plus. La BBC, on parle quand même de la BBC. Et pourtant, c'est quand même une organisation qui est soutenue par des fonds publics, puisque c'est la BBC en Angleterre, donc par des fonds publics, et qui a un nombre anormal ou en tout cas un large nombre de personnes jeunes issues de minorités ethniques ou de minorités et de personnes gays. Voilà. Et donc, ça, c'est pas forcément un biais politique en soi, mais c'est un biais culturel avec lequel le média agit et est conscient. Et donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant de faire la part des choses. Être partial ou impossibilité d'être neutre ne veut pas dire qu'on ne fait pas un bon travail journalistique. Et donc c'est un peu faire la part des choses. Et donc voilà, on est un peu dans une ère où on a Jeff Bezos qui nous dit il y a vraiment une problématique de confiance qui a complètement chuté auprès des médias, des journalistes, etc. Et donc la solution, c'est de ne pas s'exprimer sur un soutien à un candidat ou l'autre. Mais en fait, on parle de deux choses qui sont assez différentes finalement. Et en fait, on peut même se poser la question, c'est quoi est-ce que c'est vraiment la meilleure décision business et stratégique pour le Washington Post? Quand on sait que finalement, ce qui ramène le plus de monétisation, c'est les abonnements numériques. Et donc, qui dit abonnement, dit finalement que l'audience est plutôt captive et va vouloir qu'on lui plaise en traitant certains sujets et pas forcément en se revendiquant une totale neutralité ou une totale neutralité ou impartialité dans le discours politique. Au contraire, j'ai envie de dire, dans une ère où on a les polarisations qui s'accroissent entre les différents partis politiques ou même sur les réseaux sociaux, etc., pour certaines vues politiques ou d'autres, je pense que c'est assez contre-productif finalement, et c'est ignorer finalement le positionnement ou les vœux des abonnés ici du Washington Post. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Ce qu'on voit avec ce mouvement de désabonnement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même plus de 50 ans que le reach, la portée et la capacité de toucher un journal, de toucher la population, décroît. Ça fait plus de 50 ans, c'est pas nouveau. Et donc je doute en fait que le bon mouvement et la décision de Jeff Bezos ait eu un fondement business très réfléchi ici. En tout cas pour le Washington Post. Pour ces autres boîtes, probablement. Mais pour le Washington Post, c'est difficile à défendre ici. Honnêtement. Et donc c'est également aussi pour ça aussi qu'on voit un mouvement, une autre manière de le voir, et que j'ai trouvé intéressante quand je me suis renseignée un peu sur le sujet, c'est que on a vu finalement que ce monopole de consensus, le fait que on avait des médias qui étaient plutôt généralistes et qui se vantaient d'être garants de la neutralité, etc., qui s'est un peu passé dans les années
Enfin, voilà, on est en 2024. Après la guerre finalement aux États-Unis, où on est passé avant la guerre de médias très... chaque ville avait son propre média, était très partisan, etc. Et à l'ère post-war, enfin après la guerre, où finalement on a observé que les journaux ou les médias se sont centralisés, se sont rassemblés et ont essayé de fédérer un peu plus avec des opinions plus globales, on va dire, plus dans le consensus pour atteindre plus de monde et sortir de cette localité en termes de médias. Et finalement, en fait, on voit que Internet a un peu explosé cette approche de monopole de consensus, puisqu'en fait, les Américains prennent leurs informations de TikTok, de podcasts, de YouTube, etc., plus que des journaux. Et donc, c'est là où on voit que les réseaux sociaux, les podcasteurs n'ont pas reculé sur exposer un point de vue. Même, c'est ce qu'on a pu voir, certains médias se sont reposés là-dessus, sur cette pratique, sur exprimer franchement d'être plutôt d'une orientation politique plutôt qu'une autre. Franchement, c'est même la stratégie de Fox News, par exemple. Donc de dire que le Washington Post va avoir plus d'abonnés en étant neutre, c'est soit se voiler la face, dans tous les cas, c'est se tirer une balle dans le pied, et c'est soit ne pas regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage médiatique, mais j'en doute quand même, soit juste avoir pris cette décision business, pas pour l'intérêt du Washington Post, mais pour ses autres boîtes. Ce qui ferait sens aussi, hein. Mais c'est un petit peu compliqué à défendre, je trouve, ici, pour le Washington Post. Bref. C'est mon avis ici. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, oui, Renard de Glacial, c'est pas le rôle d'un journal de dire pour qui tu dois voter, mais c'est pas ce qu'il prévoyait de faire. Qu'un journal se positionne pour un candidat ou pas, ça ne veut pas dire qu'il vous dit vous devez voter obligatoirement pour lui. C'est juste qu'il s'exprime en faveur d'un candidat à la présidentielle. Et en fait, c'est quelque chose qui rend finalement plus transparent un positionnement qui transparaît dans la direction éditoriale finalement d'un journal. Donc aussi, plus de transparence permet de dire les choses claires. Si tu es en désaccord, tu peux être en désaccord, mais au moins tu as les faits devant toi qui te sont apportés. Et donc tu peux construire ta conviction et dire non, je ne suis pas d'accord avec les arguments, moi j'ai un avis contraire par rapport aux faits qui m'avancent. Mais au moins c'est réfléchi et justifié et basé sur un avis qui n'est pas juste de l'émotionnel. C'est ça le gros risque ici et le problème de la campagne actuelle. C'est que tout repose sur de l'émotionnel, quoi. Hop. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Gigi Vulgaris. Tu nous dis en Italie, dans les années 90, 4 à 5 grands journaux, quand on rentrait comme journaliste, il devait indiquer ses affinités politiques et du coup, il était toujours envoyé en reportage chez les partis opposés. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant déjà de faire cette démarche que quand on a un avis ou une affinité politique dans un sens, c'est de justement proactivement se renseigner vers des positionnements qui ne sont pas forcément proches de nos affinités pour comprendre les explications rationnelles et le programme des autres. Parce qu'en fait, c'est en comprenant le programme des autres partis qu'on va pouvoir soit nuancer notre avis ou construire nos convictions. En effet, là, j'ai compris que tel parti avait tel programme politique, mais en effet, je ne suis pas d'accord avec cette mesure.
parce que je doute que ça va avoir un effet, etc., pour telle et telle raison. Mais ça va potentiellement affirmer vos convictions, dans le bon sens, puisque là, c'est informer. Et c'est ça qui est l'important, c'est l'information. Bref. Spéculation, finalement, on fait la même chose que ce que l'on reproche. C'est-à-dire, kangaroo. Oui, bah, tout le problème, c'est ça, Diesel. Hein. C'est demander des efforts, c'est compliqué pour beaucoup, et c'est d'où l'intérêt, finalement, que les journalistes nous mâchent le travail. C'est que ces journalistes puissent croiser les points de vue et pouvoir refléter les programmes, ou en tout cas informer sur les programmes des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont neutres ou impartials, mais ils ont un rôle d'information. Et c'est vraiment faire la part des choses entre ces deux-là. Et tant que ce rôle d'information est garanti, c'est ça en fait qui prouve pour moi un vrai bon travail journalistique. Et pas, en effet, ce que tu dis Alain Milovre, et pas juste récupérer ce qui est récupérable en faveur d'un camp ou d'un autre. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il en est pour ce qui s'est passé pour le Washington Post. Vous pouvez très facilement retrouver d'ailleurs le lien de la tribune de Jeff Bezos. Je trouve qu'elle est intéressante à lire, elle n'est pas très longue, mais elle est intéressante à lire. Donc n'hésitez pas à la retrouver, je l'ai mis dans le Flipboard Nowtech TV pour ceux qui sont curieux. Donc vous pouvez la retrouver là-dedans. On continue parce qu'il est quand même 9h17 et on a encore deux petits articles à traiter. Et les deux petits articles sont sur des sujets un peu plus légers ou pas, à voir. Mais on va se tourner cette fois-ci du côté de Apple. Qu'est-ce qui se passe du côté de Apple ? Eh ben, voilà, pas quelque chose de ultra nouveau. Hein. C'est pas étonnant qu'Apple fasse des acquisitions d'entreprises ici et là. Et d'ailleurs, cette dernière acquisition en date dont je voulais vous parler ce matin, c'est la 114e acquisition d'entreprise que fait Apple. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de complètement surprenant. Et donc cette acquisition, c'est quoi ? Eh ben, c'est l'acquisition de la société Pixelmator. C'est tout simplement un spécialiste des logiciels de retouche d'image et donc qui est déjà bien établi donc, dans le paysage de retouche d'image et de logiciels. Alors, c'est un projet d'acquisition, hein. Elle est encore en attente évidemment de l'approbation des autorités de la concurrence, comme à chaque fois. Et donc, Pixelmator, c'est une entreprise qui est basée à Vilnius, en Lituanie. Très belle ville d'ailleurs. Je vous encourage à visiter Vilnius, donc capitale de la Lituanie. Et donc, la société s'est créée en 2007. On n'a pas le montant de l'opération de l'acquisition, c'est généralement... On a peu d'informations normalement sur ce genre d'informations de la part d'Apple. Mais en tout cas, la société Pixelmator a carrément publié un billet de blog qui annonçait justement que l'équipe de Pixelmator rejoignait Apple. Les deux entreprises ne sont pas forcément si étrangères que ça, puisqu'en fait Pixelmator construit ses logiciels en s'inspirant d'Apple, notamment en matière de design, de facilité d'utilisation et de performance. De plus, ces logiciels en fait sont uniquement disponibles sur l'écosystème Apple, que ce soit sur iOS, macOS, etc. Donc pour le moment, l'entreprise nous informe qu'il n'y aura pas de changement dans les applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator. Mais évidemment, il est fort à parier que dans les années à venir, Apple commence à intégrer pas à pas, peu à peu, les différentes fonctionnalités de la société. C'est un peu sa tactique classique. Hein. Donc là, ça ne serait pas vraiment étonnant et que ça fasse soit partie des fonctionnalités de base des OS d'Apple ou que ça soit développé comme un service séparé vendu dans son abonnement Apple One, etc. Voilà. Donc, ce qui est intéressant et ce qui potentiellement... ce qu'on voit ici, c'est que Pixelmator mentionne que désormais, nous allons pouvoir toucher un public encore plus large. Alors là, on peut y voir
plusieurs signes. Soit ça veut dire qu'en effet, la stratégie, ça serait carrément d'intégrer certaines fonctionnalités de Pixelmator directement au niveau de l'OS. Et donc, en effet, ça voudrait dire que par défaut, tous les utilisateurs d'iOS, macOS, etc. pourraient y avoir accès par défaut. Donc ça, c'est assez intéressant. Ou tout simplement bénéficier de l'effet de bundle, de groupement d'abonnements que fait Apple avec Apple One, avec à la fois l'accès à des services via des abonnements séparés, comme par exemple Apple TV, ou les vendre en bundle, en groupement via Apple One, qui représente l'accès ou les abonnements, un abonnement groupé à plusieurs services Apple. Voilà. Donc maintenant, on peut s'interroger sur le risque que représentent potentiellement les régulateurs en termes de concurrence. Est-ce qu'ils vont bloquer l'acquisition ou pas ? Je vous rappelle quand même qu'on se retrouve dans un contexte aux États-Unis assez particulier où les régulateurs scrutent beaucoup ce genre de mouvement. Et d'ailleurs, récemment, ils ont quand même bloqué le rachat de Figma par Adobe, qui était également un blocage assez historique quand même, puisque voilà, après l'enjeu de concurrence, et on en a déjà parlé dans cette émission, était très évident ici. Figma, c'était le principal compétiteur d'Adobe sur la suite logicielle pour la conception numérique d'applications, etc., qui a complètement détrôné Adobe sur le sujet. Ils se sont complètement fait dépasser. Et donc, du coup, c'était le principal compétiteur. Donc, évidemment, absorber le principal compétiteur, ça mettait en danger, évidemment, l'univers concurrentiel du secteur. Là, pour Apple, honnêtement, je pense qu'il y a peu de risques ici. Parce qu'en fait, Photoshop est quand même le leader sur le marché. Il y a d'autres acteurs aussi en termes de traitement d'image. Voilà, à voir ce que ça va donner. Au contraire, je verrais que Apple pourrait être un compétiteur crédible en face d'Adobe et donc pourrait permettre de renforcer le paysage concurrentiel. Donc, à voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que historiquement, Apple avait Aperture et qu'ils avaient décidé de tuer. Donc leur premier logiciel, en tout cas de retouche d'image, de traitement d'image, qu'ils avaient décidé de tuer aux grandes dames de leurs utilisateurs. Et donc là, on voit plusieurs années après, finalement, qu'ils renouvellent leur engagement auprès de la communauté des photographes en faisant ce rachat. Là où on peut un peu spéculer ici encore, c'est qu'on voit notamment que la gamme d'appareils pro d'Apple, donc que ce soit au niveau des ordinateurs ou des iPads ou des iPhones, se spécialise et se différencie de plus en plus sur l'aspect photo et vidéo, où ils sont potentiellement un peu en retard en termes de fonctionnalités par rapport à leurs compétiteurs type Google. Et donc du coup, de pouvoir racheter Pixelmator, ça va permettre de développer un peu plus leur différenciation sur ces enjeux-là. Dans un contexte où il est de plus en plus difficile pour Apple de se différencier sur le hardware pur, quand on regarde un peu à l'iPhone, on est toujours à la course au capteur, etc., et bien pouvoir accentuer la différenciation côté software, c'est un vrai enjeu stratégique pour Apple. Donc là, moi, je le vois un peu dans ce sens-là, quoi. Donc à voir, on pourra voir dans le futur quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Dernière actualité que je voulais mentionner ce matin, et je vais la traiter rapidement, mais de toute façon, vous pouvez la retrouver dans le Flipboard Nowtech TV. Et c'est cette fois-ci encore une news française. Je voulais terminer avec ça, parce que je pense que ça ouvre les portes sur potentiellement un positionnement stratégique de la France sur le réseau télécom. Ici dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la France va compter une nouvelle entreprise publique et c'est Alcatel Submarine Networks, ASN de son petit acronyme, la filiale de production et de pose de câbles sous-marins de télécom de l'équipementier finlandais Nokia.
En effet, le ministre de l'économie, Antoine Armand, va signer, c'est pas encore fait, c'est aujourd'hui, va signer aujourd'hui le 5 novembre en fin de matinée à Calais, dans l'usine historique de la société, le contrat d'acquisition de 80% du capital de la société. On avait été mis au courant des négociations entre l'État et Nokia le 27 juin dernier. L'achat des 80% du capital va coûter 100 millions d'euros environ à l'État. Alors là, dans un contexte de discussion du budget, ça peut faire grincer les dents, mais ici à mettre en perspective, la valorisation totale de l'entreprise, trésorerie et dette incluses, est de l'ordre de 350 millions d'euros. Et tout ça, en fait, cette acquisition n'est pas soumise au vote du projet de loi des finances pour 2025. En fait, la somme va être puisée dans le compte d'affectation spéciale des participations financières de l'État. Voilà. Donc ça ne fait pas partie exactement du projet de loi des finances pour 2025. Petit retour en arrière, le groupe finlandais Nokia, qui avait hérité d'ASN en 2015 au moment du rachat d'Alcatel-Lucent, ça faisait déjà un petit bout de temps finalement qui réfléchissait un peu à l'avenir de la société, puisque ça fait un peu 2 ans qu'ils se demandaient un peu quoi faire. Et donc du coup, c'est là finalement où l'État n'a pas voulu voir passer la société entre 2 mauvaises mains. ASN est une entreprise stratégique, nous dit le ministère de l'Industrie. Alors pourquoi stratégique ? C'est quand même intéressant de se poser la question. Le trafic Internet mondial transite à 99% par les câbles de fibre optique déployés au fond des mers et des océans. À 99%, c'est quand même pas rien. Historiquement, détenu par les opérateurs télécoms et ces dernières années par les géants du numérique comme Meta, derrière Facebook, WhatsApp, Instagram, ou Google. Et donc, plus de 480 câbles sont actuellement en service. Or, avec la façade maritime que l'on a, la France est un centre névralgique du réseau mondial. 4 câbles transatlantiques relient l'Europe aux États-Unis arrivent sur les côtes de l'Hexagone. À Marseille, il y a carrément 18 lignes qui arrivent de l'Asie et de l'Afrique ou partent vers ces destinations. Et du coup, ASN, comment ça se positionne ici par rapport au paysage des fabricants mondiaux? Eh bien, en fait, c'est le seul fabricant européen de câbles sous-marins télécom en fibre optique. Et donc, il détient quand même 1/3 de ce marché mondial, aux côtés de l'américain Subcom et du japonais NEC ou NEC. Et donc du coup, ça le positionne quand même comme un acteur majeur ici de fabricant de câbles sous-marins télécom à fibre optique. Il a fabriqué la totalité des câbles reliant l'Afrique, dont le 2 Africa ou le 2 Africa, dernier projet pharaonique entrepris en 2020 par un consortium dirigé par Meta d'ailleurs, long de 45 000 km. Ce réseau, en service partiel d'ailleurs depuis juin, interconnecte l'Europe, l'Asie et le continent africain en arrivant sur les côtes de 33 pays. Et donc du coup, en plus de son usine de Calais, l'ancienne filiale de Nokia dispose d'une flotte de 7 navires, dont 2 destinés aux réparations ou à la maintenance des câbles. Et donc du coup, voilà, ces infrastructures de câbles, de réparation, etc., sont essentielles aux communications électroniques et deviennent de plus en plus aussi la cible sont devenus cibles. On a notamment les rebelles yéménites houthistes qui ont menacé à plusieurs reprises de s'attaquer aux lignes déployées en mer Rouge, l'un des carrefours de l'Internet mondial. On a même eu en février 4 câbles qui avaient été endommagés dans la zone. Bon, ça n'avait pas été les rebelles directement qui les avaient attaqués, c'était notamment une ancre d'un bateau à la dérive suite à une attaque houthiste qui avait endommagé le câble. Mais voilà, on voit que les enjeux sont de plus en plus importants et qu'ils ne sont pas ignorés par le gouvernement français. Pourquoi ? Parce que dès février 2022, on avait déjà une stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins qui avait été publiée et qui mentionnait déjà cette attention aux communications électroniques et aux câbles sous-marins. Donc ils sont déjà couverts dans cette stratégie. Et donc au-delà de la défense de la souveraineté de la France et de l'Europe dans ce métier,
On a également une autre perspective hyper intéressante ici, c'est que l'acquisition d'ASN a une vocation à être rentable pour l'État. Et donc, ils veulent soutenir et accélérer la croissance de l'entreprise dans son cœur de métier et les activités adjacentes. On a déjà un chiffre d'affaires d'ASN qui a doublé en 5 ans pour atteindre 1,12 milliard d'euros en 2023. Bercy, a priori, envisage un doublement ou un triplement dans les années à venir. Donc voilà. Donc la société a investi plus de 100 millions d'euros en 2021 et 2022 pour augmenter les capacités de production et de stockage de son usine à Calais, où il emploie en direct un peu plus de 600 personnes et environ 400 salariés sous-traitants dans une usine à Greenwich, près de Londres. Voilà, donc ça, voilà, on n'en entend peut-être pas tant parler que ça, mais ce sont des mouvements stratégiques sous-jacents qui sont assez importants d'un point de vue politique, géopolitique et même économique pour la France et l'Europe, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant d'en être au courant. Comme quoi, c'est pas l'argent le problème dans ce pays, c'est juste de savoir faire les bonnes flèches et les renvoyer sur le cahier des comptes. Bref. C'est sûr, c'est sûr. J'en profite avant de terminer l'émission, remercier tous ceux qui nous ont soutenus et que je n'ai pas encore remercié ce matin. Pourquoi je ne peux pas scroller? Ah voilà. Qui j'ai pas remercié encore ce matin. Je n'ai pas remercié Ours des Yeux, Localize, Tigerifique, Kim Fesselor, Steph Bébéchat et Brest Comet. Un grand merci à vous tous pour votre soutien ce matin. Ça fait super plaisir et chaud au cœur. Vous permettez de rémunérer les gens qui travaillent au quotidien pour vous produire du contenu de qualité et informé normalement. Un grand merci à vous. Il est 9h32. Sur ce, on va regarder tout simplement vers qui je peux faire un petit raid pour pas vous laisser en plan. Il y a une nouvelle saison de What We Do in the Shadows. Pas un mot scandaleux parce qu'on est à la bourre de What We Do in the Shadows. On n'a même pas terminé la saison 2, je crois. Donc on est un peu à la bourre sur celle-ci, même si on l'adore. Dans le même registre, on a commencé Our Flag Means Death du même créateur. Donc voilà. Là-dessus, bref, je ne dérive pas. Et on va aller faire un petit coucou du côté de... Qu'est-ce qui peut être assez intéressant ce matin? Tiens, un petit challenge avec Pépipin. Très bien. Un petit challenge, ça c'est sympa. Voilà, je vais vous faire un petit raid chez Pépipin et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine à 8h en ce qui me concerne et sinon vous retrouvez Jérôme comme toutes les semaines à partir de jeudi à 8h du matin sur la chaîne. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.